Mon moyen de transport préféré, c'est la marche. Quant à Karel, son nom de rue préféré, c'est Jeanne d'Arc. Pour Maxime, son insulte préférée, c'est connard. Mais les films alors? Ah, les films. Quand on se pose la question, on hésite, on divague, on en choisit un, puis deux, puis on demande si on peut en citer 5, 10, 15, 40, 78... Bref, choisir ces films reste un combat du quotidien, un rude travail qui nécessite des recherches approfondies. J'en fais trop? D'accord, j'en fais peut-être un peu trop. En tout cas, allez, je vais vous spoiler un peu, je peux déjà vous dire que nous, on préfère les films, on préfère avoir des invités et un micro chacun, on a une préférence pour les montages approximatifs, les qualités sonores pas ouf et les arguments foireux. Bref, nous, on préfère vous souhaiter la bienvenue dans Mauvais Cut. Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles. Merci beaucoup. Pas de quoi. Monsieur Hammond, ça y est, les affaires reprennent. Je veux dire, pourquoi avons-nous besoin d'un gagnant? Choisis de bloguer ta vie, de ta première branlette à ton dernier soupir. Ne m'appelez plus Junior. Est-ce que t'es un fonceur? Ou est-ce que t'es un traînard? Ou vas-tu suivre mon tempo, bordel de merde? Je vais suivre votre tempo. Superbe générique, hein, n'est-ce pas? Superbe, c'était vraiment Superbe bien, générique, cette ah c'est trop bien. Connard. Bah, bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour, ça va? Bah ça va et toi? Ça va très très bien, écoute. Oui, bah bonjour Karel. Bonjour. Ça va? Bah ça va très bien, écoute. Ça fait super. Et bah voilà. Bonjour Enfin. Bernard. Sortez de chez moi. Non mais enfin on enregistre tous les trois. C'est vrai. Enfin. Et oui, On a eu la chance de profiter de ton passage ici pour te mettre autour d'une table avec un micro. très tôt le matin. Et puis à partir de maintenant, je crois qu'on entendra ta voix dans tous les épisodes. Normalement, j'espère. Normalement, j'espère Avec une aussi. petite chronique. Ouais. Au programme aujourd'hui, des films et encore des films pour changer un peu des films. Les films préférés de Karel, les films préférés de Rémi, mes films préférés, 10 films chacun, pas forcément dans l'ordre et pas forcément gravés dans le marbre, 10 films qui nous tiennent à cœur et dont on a très envie de parler. 30 films pour une émission courte de 5 heures, comment on sait les faire. On est parti pour le premier film, et Rémi, à toi l'honneur. J'ai envie de faire quelques petits statistiques avant de Oh là. commencer, vu que je suis le premier à parler. Oh là. Ok, l'INSEE. Ouais, je sais. Alors, on en a parlé brièvement juste avant l'enregistrement. J'ai 3 films qui datent d'avant les années 2000. Sachant qu'on ne s'est pas dit les films Non, dont on avait parlé. c'est ça. On s'est On pas a dit parlé les un films peu avant. global, mais on n'a pas parlé des films... J'ai 3 ou 4 films, alors ça dépend, vous verrez pourquoi, qui datent vraiment de entre 2000 et 2010. Et ensuite, le reste, ça vient d'après les années 2010. Mon plus vieux film est un film de... 1989. Et le plus récent est un film de 2022. Très récent. Quand Mais même, je voilà. crois que j'en ai de Ça l'année dernière, moi. fait Donc tu une- sais. Ah ouais, Moi moi, aussi. j'ai- Ah ouais. Ah, de l'année dernière, Je crois que j'ai des films de l'année dernière, moi. Bah, donc, j'aurais cru que j'aurais été le plus récent. Non, tu n'es pas le plus récent, désolé. Tu n'auras pas cette casquette-là. J'ai un réalisateur qui revient 3 fois dans le top. Eh ben, J'en ai un autre qui revient 2 fois. Et B. Je viens de le voir. j'ai ma petite idée sur le réalisateur. J'ai peut-être même sur les deux en vrai. Si c'est ceux auxquels je pense, J'ai un franchement... peu de tout. J'ai un film d'animation Ah dans le tas. Ah, j'en ai pas, ça. Moi j'en ai un aussi. T'en as un? Oui. Ah, tout à mais je vais fait. passer pour l'anti-animation, ça va être terrible. Oh là 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 là. Bah, bravo. Mais après, c'est nos films préférés, donc on rappelle que c'est des tops qui sont complètement subjectifs. Bien sûr. Là, pour le coup, on parle avec la nostalgie, quoi. Donc ça dépend bien sûr de comment t'as été... les films qui ont forgé ton Comment enfance. t'as été élevé. Si t'as été mal élevé en même temps, tu ne t'intéresses pas à l'animation en même temps... Non, Alors, et puis il fallait faire des choix aussi. Et ça a été très très dur de faire des choix. C'est toujours Bien la chose, surtout quand on parle d'art, je trouve que faire un choix c'est énorme. Vraiment réduire à 10, ça a été une tannée quoi. parce que Confucius a dit « choisir, c'est ne pas choisir Waouh. Oui. Waouh. Mais j'attends impatiemment son dernier album d'ailleurs. ». Choisir, c'est éliminer. Ça devient de plus en plus violent. Choisir c'est tuer. Choisir c'est décimer. Allez, trêve de mondanité, comme on dit. Je vais commencer par mon premier film. Personne dit ça. On dit ça. On dit ça. on se Personne je dit ça. pense. J'en ai parlé dans le dernier podcast, avec les questions qu'on s'était posées. Mon genre préféré, c'est les films de super-héros. Donc je vais commencer par un film de 2016. Civil War. Non, Deadpool. Et le costume, faut pas qu'il soit vert. Ni en image de synthèse. La première chose qu'on perd ici, c'est le sens de l'humour. Ça ou ton brushing à la Victoria Beckham? Deadpool. Ouais. Putain, ok d'accord. Alors c'est vraiment... C'est un top qui est plus ou moins dans l'ordre, j'ai envie de dire. Donc lui, il est vraiment dans le... Je vais envie de dire dans le bas du top, mais en même temps, c'est quand même dans le top 10 sur tous les films que j'ai vus, donc c'est pas mal. Deadpool est un film que j'adore. Je l'ai vu à sa sortie au cinéma. C'est un des films que j'ai le plus vu, je pense, dans ma vie.
J'ai le DVD que j'ai énormément regardé. Je le trouve génial, c'est 1h30. C'est le premier, donc c'est même pas. Il s'inscrivait même pas dans une continuité quelconque, c'est vraiment du gag pur. C'est jouissif, c'est violent, c'est drôle à souhait. Alors moi je suis plutôt du genre à regarder les films en version originale. Je suis pas du tout un pro VO ou anti-VF ou quoi que ce soit. C'est parce que t'as été mal élevé, ça. Parce que j'étais C'est une très mal question élevé. d'éducation. Parce que j'étais extrêmement mal élevé. Deadpool fait partie de ces films que je ne regarde qu'en VF, parce que je trouve la VF absolument merveilleuse. Et même par moments surpasse la VO, je trouve. C'est vrai que la VF de Ryan Reynolds, elle est vraiment cool. Ouais, alors comment il s'appelle ? Je crois que c'est Pierre Tessier, le doubleur de Ryan Reynolds, en VF, que je trouve formidable sur le rôle. Il apporte beaucoup au personnage parce que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de... Alors en doublage, on parle de synchronisation labiale, parce que vu que le personnage de Deadpool a constamment un masque, en fait, sur le visage qui couvre sa bouche, le traducteur était complètement libre. J'avais lu une interview de comment est-ce qu'il avait pu traduire tout ce que Ryan Reynolds pouvait balancer, parce que c'est beaucoup d'improvisation, beaucoup de références à la culture américaine ou quoi, et du coup il a été très très libre sur la traduction, et ça se sent. Génial, ça va. Ils peuvent adapter les blagues aussi, je suppose qu'il y a plein de blagues dedans qui sont un peu américano-centrées. Alors j'ai une blague par exemple que je me rappelle d'une interview au tout début du film. Deadpool dit à qui j'ai dû caresser les roubignoles pour rester poli. Pour avoir mon propre film rien qu'à moi, je ne peux rien dire mais ça rime avec Wolverine. Et en fait, il le dit dans la version originale, il le dit avec un accent australien, parce que Hugh Jackman est australien d'origine. Et forcément, ça pouvait pas passer en français. Et du coup, ils adaptent la blague où ils parlent de slip kangourou, un truc comme ça. Donc pour garder les kangourous qui viennent d'Australie, en fait, Ouais, très bien, ouais. ils arrivent à trouver plein d'adaptations, à faire plein de jeux de mots, plein de références, et c'est génial. Et il y a beaucoup de répliques qui sonnent encore dans ma tête aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit dans le top, même si c'est tout en bas. Fallait que je le mette, fallait que j'en parle. Karel, tu veux te lancer ? Bah allez, hein. Allez, le premier film de Karel. Bon, bah du coup, j'ai pas de film de super-héros. J'ai Comme ça. j'ai pas de film. J'ai pas de top. Je n'ai pas de top, Je en ne fait. suis venu qu'avec des vidéos courtes de TikTok. Vraiment, j'ai Voilà, raté je 10 voudrais TikTok. vous présenter mes vidéos TikTok préférées. Le premier film que j'ai mis, c'est Inception, parce que je l'ai vu assez jeune et que c'est un des plus gros blockbusters que j'ai vu. C'est mon premier Nolan, d'ailleurs, mais je l'ai vu très très tôt dans ma vie. Enfin, voilà. Une simple idée sortie de l'esprit humain est capable d'ériger des villes. Une idée peut transformer le monde et changer entièrement la donne. Du coup, j'avais directement accroché au concept parce que c'est un concept de dystopie, le scénario global auquel j'ai beaucoup accroché. Donc de la science-fiction. Et bon, donc on a vu beaucoup d'autres films qui sont plus poussés scénaristiquement, mais ce que je trouve bien avec Inception, c'est qu'à la base, c'est pas une adaptation. À l'époque, il a été beaucoup comparé à Shutter Island parce qu'il est sorti pile en même temps et qu'il y a DiCaprio du coup en tête de file, sauf que Shutter Island est adapté d'un livre, là où Inception est complètement réalisé par le réalisateur, et donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Je trouve que c'est un très bon film, pour moi c'est mon Nolan préféré. Okay. C'est vrai qu'on a très peu de films originaux, entre guillemets. Ouais. J'avais vu que récemment il y a Sinners qui est sorti au cinéma. C'était l'un des plus gros succès de films originaux en fait, donc qui sont des non-adaptations, avec Inception et tout. Les plus gros succès récents soit sont des adaptations de livres ou quoi, ou alors des suites. Moi j'avoue que dans mon top, là j'ai pas mal de films adaptés de livres. Ouais. Genre sûr. Vraiment pas mal, je crois que j'en ai 4 ou 5. Et donc c'est le En premier fait, Nolan je pense que t'as que découvert. c'est le film que je donnais toujours quand on me demandait mon film préféré. Genre, quand Ok. j'étais au collège, lycée, c'était toujours Inception, ça passait tout le temps avec à peu près tout le monde. Je me dis, voilà. Et puis je l'ai vu assez tôt, du coup, Ouais. c'est resté le concept qui m'a marqué. Et c'était un des premiers films qui m'a vraiment marqué quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. D'accord. Voilà. Je pense que pour une génération, ça a été un film un peu marquant. Mais si on avait fait un top 20, je pense qu'il aurait été dans le top, mon top, carrément. je pense. Carrément. Et je crois qu'Inception a été fait en plus grâce au succès du Dark Knight. C'est le film que pouvait faire Nolan parce qu'il avait tapé le milliard sur le Dark Knight, et du coup il a été un peu libre de faire ce qu'il entre voulait. les deux. Oui. Et du coup il a pu faire Inception. Et c'est vrai que Inception est rentré dans le langage courant, entre guillemets, quand on veut parler de quelque chose qui est compliqué. Oui, Oui, c'est vrai. Oh, Inception. C'est vrai. Oui, ça a on créé... utilisait beaucoup ouais. le terme à l'époque, effectivement, de Inception, la mise en abîme, tout ça. Oui, puis le principe de la mise en abîme est intéressant. Après, moi, le seul truc, en fait, mais parce que Nolan, c'est quand même quelqu'un qui reste un peu, qui reste un peu dans le réalisme. Mais moi, ce que je reprochais à Inception, c'est de me dire, putain, tu joues avec les rêves.
C'est vrai qu'il va pas... Et au final, tu fais quoi? Des vacances au ski? Et un train Tu dans retournes, la rue, alors c'est tu tout. retournes Paris. Oui, d'accord, c'est hyper... Et c'est vraiment hyper Ça, c'est impressionnant. ce qui m'avait, C'est je sais, à hyper l'époque, impressionnant. visuellement, c'est ce qui m'avait le plus impressionné, C'est c'était ça. le côté architectural. Mais ouais, le rapport avec ouais. les miroirs, je me souviens quand ils traversent, Oui. alors je sais pas quel côté Oui, de Paris, j'avoue que je suis pas allé à Paris depuis longtemps, mais tu sais, avec les miroirs et tout, le jeu qu'il fait avec ça Mm. est génial. Mais c'est vrai que quand j'en suis sorti, j'étais un peu sur la réserve de me dire, t'as 3 scènes un peu marquantes visuellement, tu vois, mais tu t'amuses pas tant que ça avec les rêves. Tu vois, le côté, t'es dans un rêve, quand je vois la scène d'action au ski, je me dis, putain, c'est une très belle invention de Call of, tu vois, mais au final, c'est pas... le côté rêve, je le trouve un peu... Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Évidemment qu'il va pas lâcher les chiens, c'est Nolan, il est quand même un peu tout le temps sur la réserve. Mm. Mais putain, si tu donnes ça à quelqu'un qui vraiment lâche les chiens, tu vois, et c'est pour ça que moi je rêve d'une nouvelle adaptation de Freddy Krueger. Parce que autre Oui. film qui se passe dans les rêves, tu vois, et là si tu le donnes à quelqu'un, genre Mike Flanagan, tu vois, réalisateur d'horreur, un peu en vogue et tout, quelqu'un qui s'amuse avec les rêves, parce que depuis Inception, j'ai l'impression que le principe de rêve imbriqué, tout ça, on y touche plus trop, parce que bah ça reste le must et Oui. tout. Et je me dis, il serait temps de repartir dans ce truc de rêve, de cauchemar, de tout ça. Il y a beaucoup de Et, choses à exploiter, hein, et carrément, et ouais. il y a principalement la catégorie d'horreur qui exploite le plus les rêves. Les autres sûr. catégories de films ne vont pas exploiter. C'est clair. Bah, c'est compliqué de continuer à faire du sérieux, entre guillemets, quand tu pars sur le thème des rêves. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est compliqué de garder un pied à terre. Oui, puis je me souviens dans Inception de cet esprit de bande. Parce que les acteurs, tu sens que vraiment ils forment une bande où t'en enlèves un, le film a plus la même saveur, quoi. Moi j'aime bien ce côté recrutement, un peu comme dans les films de braquage. Ouais, En fait, comme ce Ocean's côté- Eleven et c'est tout, ça, ouais, je vois. Ocean's Eleven, tu vois, au début il va recruter, voilà, il nous faut un ceci, donc on va chercher le meilleur dans Ouais. son domaine, on va le chercher... Ouais, moi faire j'ai arrêté, je me suis rangé depuis, je vais Ouais, pas y voilà. retourner, tu vois. Oui. Je dis, il y a de l'argent à gagner. Oui, bah je suis chaud. Même l'alchimie des personnages qui fonctionne très bien, moi je me rappelle Ouais. quand Tom Hardy pousse la chaise de Joseph Gordon-Levitt, enfin, Ouais. ce genre de truc à la con qui fonctionne, mais... Tom Hardy et Joseph Gordon-Levitt, d'ailleurs, vraiment mes deux crushs. Oui. Genre, c'est les gars les plus sous-exploités, enfin vraiment, mettez-les partout, quoi. Mettez-les partout, moi, ça vous ferait un homme heureux. Alors moi, mon premier film, c'est une suite. Ok. Alors j'ai 2 suites dans mon D'accord, top. ok. En plus. J'ai 2 suites mais j'ai pas les originaux. Alors celui-là est pour moi un chef-d'œuvre du cinéma d'action. C'est pas un film américain contrairement à ce que tout le monde croit, même si le réalisateur c'est Gareth Evans. Donc réalisateur d'action qui a officié sur une série Gangs of London qui réalise des films d'action assez vénères. Là récemment d'ailleurs il a sorti un film avec Tom Hardy pour Netflix. Oui. Et là moi j'aimerais vous parler de The Raid 2. Si on veut vraiment nettoyer cette ville en profondeur, faut qu'on frappe au sommet, qu'on fasse tomber ceux qui dirigent. J'ai besoin de toi dans mon équipe, que tu t'infiltres. The Raid 2, c'est donc la suite de The Raid. The Raid, c'est donc un groupe de policiers qui vont envahir une tour pour y déloger des gangsters. Et en fait, tout le film va se passer dans la tour, c'est des scènes d'action sur scènes d'action sur scènes d'action. Et au sortir de ce film-là, qui était vraiment déjà absolument génial, il a pu faire The Raid 2, qui du coup, lui, dure 2h30, où c'est un policier, du coup, survivant du premier, qui s'infiltre dans un gang, qui est donc en bisbille avec d'autres gangs et tout. Et alors, ça tape, mais alors avec une sévérité... Parce qu'en fait, je pense que le fait de faire des films en Indonésie n'est pas la même chose que de faire des films américains. Je pense qu'il y a moins de réglementation avec les cascades. Au niveau des cascades, notamment. Et là, tu le sens, parce qu'il y a un art de la cascade et de filmer la cascade. T'as une caméra qui est nerveuse constamment, mais qui est tout le temps lisible. C'est-à-dire que jamais tu vas t'y perdre. Oh là, attends, qu'est-ce qui vient de se passer et tout. Tu comprends toujours ce qui se passe, alors que même que la caméra, elle est aussi nerveuse que ses personnages. T'as un sens de la chorégraphie qui se tient au millimètre. Mais vraiment, tu sens que le coup déplacé d'1 millimètre, ça passe plus, quoi, tu vois. Et alors, comme je le disais, c'est la violence du truc. J'ai noté qu'à côté, John Wick, c'est une séance de judo pour ses 20. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que ça rase des têtes contre les murs, ça fend des crânes contre des meubles, ça s'enfonce toutes sortes d'objets dans toutes sortes d'endroits du corps, vraiment. Et ça, en fait, il y a un amour de l'art martial, un amour des scènes de combat, qui est en plus ponctué dans un film vraiment de gangster, c'est-à-dire que vraiment t'as les intrigues avec le fils du boss qui veut prendre la place de son père, qui va organiser la guerre contre un autre gang pour le déloger, tout ça. Et ce pauvre mec au milieu, ce pauvre flic qui est un peu perdu dans tout ça, et qui va devoir affronter des ennemis tous aussi badass les uns que les autres, parce qu'en plus, il sait styliser sa mise en scène, et ça, le style, ça va être très important pour le coup dans tous les films dont je vais parler, donc je risque d'employer ce mot souvent, mais c'est un film que je recommande vraiment si on aime les films d'action, parce que, ouais, et j'en faisais la vanne, mais John Wick, ça touche du doigt ce qu'a fait The Raid. Ça effleure la poussière de l'iceberg. Là, dans The Raid, on est sur un truc où vraiment,
Je pense que j'en ai rarement pris autant plein les yeux. Et ouais, je le recommande. Genre, si tu veux un exutoire, si tu veux voir des gens se taper fort, regarde ça et ça te fait du bien. Voilà. On en a beaucoup parlé quand je parlais de films d'action. Ouais, j'ai aimé tel film d'action, celui-là j'ai adoré. On me disait toujours, ouais, mais est-ce que t'as vu The Raid ? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu connais The Raid ? Ouais. D'ailleurs, le 1 est beaucoup plus resserré, du coup, en termes de... forcément, il se passe dans une tour et tout. Ouais. Là, il y a un côté un peu plus narratif, tout ça. Mais les deux valent le coup, et vraiment, faut découvrir ça. Faut découvrir le style de Gareth Evans, et du coup, le cinéma d'action indonésien, quoi. Parce que les mecs sont à fond tout le temps, quoi. Tu sens qu'ils ont pas peur de se faire mal, tu sens qu'ils ont pas beaucoup de doublures, parce que tellement ils y vont eux-mêmes. C'est des vrais coups, quoi. Qui se Ah, mais vraiment. Et t'as des plans séquences qui passent dans toute une bagarre, où tu te dis, mais ça, à organiser, en plus, c'est dans la boue. Donc c'est dans une prison, dans la boue, tu sais. Et t'as des trucs où tu te dis, mais c'est fou, le nombre d'actions qui s'y passent. On fait ça aux États-Unis, tu vois, on met 1 an à faire ce plan-là, quoi. Ouais, tu c'est vois. ça, ouais. Donc vraiment, découvrez-les. Les The Raid, c'est parfait. Alors, si je ne me trompe pas, c'est le film d'animation que j'ai mis dans ma liste, qui est le suivant. Film d'animation japonais, ce n'est pas un film Ghibli. Ok. Ce n'est pas un film Pokémon non plus. D'accord, mince. On aurait pu croire. Mince. Qui est sorti en 2009. 2009 au Japon, 2010 en France. C'est un film adapté d'une série de jeux vidéo. Oula, je sèche. Attends. 2009, Vous voulez deviner ? Final Fantasy, non. Non, je n'ai pas joué au Final Fantasy. Ok, mais tu dis ça en ayant l'air de te juger, genre, pardon, excuse-moi de pas connaître à ce point, ça va, on vit pas ensemble, hein. Non, c'est le film Professeur Layton. Waouh, attends. Si vous connaissez... Ouais, non, qui fait partie de mon top. Attends, faut que je processe l'info. Vas-y. Ok, c'est bon. T'as vas-y, processé repars. l'info ? Ouais, j'ai processé là, c'est bon. Vas-y. Un film. Ah, mais tu l'as en plus. Karel, t'as processé l'info ? Oui. Je crois que nous n'avons pas le choix, nous allons devoir participer. Pensez pouvoir trouver la solution. Professeur, vous croyez que c'est possible que des gens puissent vivre éternellement ? Pour présenter rapidement une série de jeux sortis sur DS et 3DS dans le courant des années... alors ça a commencé fin 2000 et ça a continué début 2010. Et ils en ont fait un film. Alors ils n'ont pas adapté un jeu en film, c'est-à-dire que le film se déroule vraiment dans la trame, dans la continuité des jeux, mais qui est pour l'occasion... Alors il y a beaucoup de films dans ce genre, par exemple des films qui sont dérivés d'une série ou quoi. Pour le coup, tu peux vraiment voir le film sans avoir joué au jeu. Et tu peux jouer au jeu sans avoir vu le film. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, tu peux les faire séparément, ça va pas gêner la compréhension de l'univers global. Et du coup, c'est les Professeurs Layton, c'est des jeux auxquels j'ai joué en étant très jeune, avec lesquels j'ai un affect tout particulier. Et du coup, c'est pour ça que j'adore le film. Je trouve que c'est vraiment une super adaptation. Si vous aimez les jeux, vous aimerez forcément le film. Et vu qu'il n'y a pas ce problème de faut forcément avoir joué au jeu pour machin, vous pouvez aussi tout à fait voir le film sans avoir joué à aucun des jeux. Et réussir à l'apprécier quand même. Je crois qu'il dure aussi 1h30. Alors j'avais fait une note sur le réalisateur, je crois qu'il a réalisé que 3 films en tout dans sa filmo. C'est ça, ouais, il a fait que 3 films, il a pas fait grand chose. Les jeux Professeur Layton, donc ça se base sur la résolution d'énigmes, et ils ont quand même réussi à adapter ce principe d'énigme dans le film. Ils ont réussi à transposer ça aux médias, et du coup je pense que c'est un joli tour de force. Donc voilà, je voulais le mettre dans le top, je voulais en parler. Ok, très bien. J'ai du mal à voir ce que ça peut être, mais j'aimerais trop le regarder. Bon bah du coup je vais continuer sur la lancée des films d'animation. J'en ai qu'un seul donc ça va être un choix vite fait. J'ai mis Coraline. Tu crois sans doute que ce monde est un rêve qui s'exauce. Mon prénom ? Mais tu te trompes. Tu es heureuse d'être ici, n'est-ce pas, Coraline ? Tu peux rester pour toujours. Il faudra seulement faire une toute petite chose. Le noir est traditionnel. Parce qu'en fait il m'a un petit peu traumatisée quand j'étais petite. Je l'ai regardé très jeune, comme tous les gens de ma génération qui ont été traumatisés par Coraline très jeune finalement. À savoir que du coup c'est un film en stop motion, qu'il est vraiment dans l'ambiance de Tim Burton, mais ce n'est pas un Tim Burton, c'est par le réalisateur d'Henry Selick, et il est sorti en 2009, voilà. Donc c'est un film qui parle vraiment d'un monde parallèle. Qui avait bossé avec Tim Burton d'ailleurs, sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, c'est ça, exactement. Okay. D'où le rapport un peu entre les deux. Okay. Voilà, il avait dirigé l'étrange Noël de Monsieur Jack, et c'est adapté d'un roman aussi, je précise, voilà. Ok. Mais du coup, je pense que Coraline, c'est important à mettre dans le top, parce que ça a traumatisé. Et après, je l'ai revu plus âgée, et en fait, ça fait toujours aussi peur, voilà, malgré l'âge et l'expérience. C'est ça, donc c'est pas une question de le voir pendant son enfance, c'est traumatisant quoi qu'il arrive. Je pense qu'un petit peu, et c'est vraiment dans une ambiance d'horreur, le côté...
très avec le corps, du coup les boutons qui sont cousus à la place des yeux, putain etc. de boutons sur les yeux là. Et le monde parallèle et le fait que du coup ce sont des mêmes personnages qui sont à la fois positifs, puisque c'est ses parents à la base. Enfin, positif, c'est discutable étant donné leur comportement et leur attitude, mais... Et du coup, les parents qui sont encore plus positifs, mais de manière très malaisante. Ouais. Moi, ce qui m'avait aussi beaucoup marqué, c'était du coup les âmes des enfants qui avaient été piégées, tout ça. Donc voilà, moi, c'était vraiment un film qui m'avait énormément marqué. Et en le revoyant, j'ai compris pourquoi il m'avait marqué. Donc voilà, je pensais que c'était très important d'en parler. J'aurais pu le mettre aussi, je l'ai découvert il y a 4 ans, moi. Donc, j'étais vraiment pas jeune quand je l'ai découvert. Ok. Et bon, je suis pas si vieux, hein, mais voilà. Mais je l'ai découvert il y a 4 ans et je me souviens que quand même, je me suis dit, waouh, c'est quand même genre osé, niveau flippance, tu vois. Surtout que moi, je me rappelle que la première fois que je l'ai vu, c'était à la télé, donc il était diffusé à la télé. Parce que moi je l'ai dû le voir en 2014-2015, donc après la sortie, quelques années après. Et c'était diffusé à la télé, je sais plus, sur TF1 ou M6, j'en sais rien. Et il n'y avait pas de limite d'âge du tout. Ouais. Donc en fait, moi, mes parents ne savaient pas ce que c'était. Donc ils nous ont mis devant un dessin animé en se disant c'est un dessin animé. Et ma sœur et moi avions été un petit peu traumatisés et avons fait des cauchemars. Car le nouveau Toy Story. Très bizarre. Ok. Eh ben écoute, c'est un très bon choix. J'y pensais plus, mais en vrai, je pense que si j'avais pensé, il aurait fini là aussi. Ok. Maxime, à ton trou. Ah bah ouais, et c'est là que je passe. Quel est ton film d'animation ? Ouais, c'est ça, c'est là que je passe. Alors, vous savez quoi ? Okay. Je vais faire un pont, je vais faire un parallèle. Oh là. J'adore South Park. Alors, c'est pas le film South Park. D'accord, oui. Mais j'adore South Park. Ouais. Ok. J'adore la satire d'un monde moderne. J'adore qu'on prenne un petit problème, résolument, et qu'on le pousse à l'extrême de voir ce que ça fait sur des gens cons. Est-ce que vous me voyez venir ? C'est un film qui est sorti très récemment. C'est un film qui est sorti très récemment sur Netflix. Ah, sur Netflix, d'accord. C'est un film qui s'appelle Don't Look Up. Ah oui. Cette comète fait quelle taille environ ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible ? Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Je suis désolée. Kate. Ok. L'astronome canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Ah oui. Avec une ribambelle d'acteurs, évidemment. DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet qui passe une tête. Il y a Jonah Hill, il y a un tas de monde. Et j'adore ce film. Alors j'adore son réalisateur, Adam McKay, qui a avant réalisé des comédies avec Will Ferrell, qui ensuite a réalisé The Big Short sur le monde de l'immobilier, qui après a réalisé Vice, un autre chef-d'œuvre sur le premier ministre de George Bush à l'époque de la guerre en Irak, et donc de l'installation de la torture, etc., qui est un film passionnant, dont j'aurais voulu parler, mais en même temps, celui-là m'a vraiment cassé la gueule. C'est donc, comme je disais, le satire d'un monde moderne qui, bien qu'inquiet, a choisi de se bander les yeux pour rester aveugle aux problématiques. C'est littéralement des gens qui ne veulent pas voir les problèmes arriver. Et je trouve qu'en fait, plus le temps passe, et plus ce film dont on aurait pu se moquer, tellement il est over the top sur les réactions, sur l'imbécilité des personnages, tout ça. En fait, plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que on s'en approche. Tu vois ? Il y a ce fameux salut romain d'un milliardaire, espèce de président qui fait n'importe quoi dans une Maison Blanche. Il y a vraiment ce côté délirant d'un monde qui part en vrille. Et Don't Look Up, c'est ça, en fait. Don't Look Up, c'est une météorite qui va se cracher sur la Terre. C'est 2 scientifiques qui essayent d'alerter le monde, et le monde qui leur dit « Mais non, bien sûr que non, tout va bien. Évidemment qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. » Jusqu'à avoir un Ron Perlman qui joue un vieux militaire qui essaie de tirer au pistolet sur une météorite qui s'approche. Donc vraiment, c'est d'un ridicule assumé, en fait. Comme j'ai noté dans mes notes, il y a un goût pour l'exagération dans notamment ces personnages donc archétypaux qui sont bêtes à crever. Hein. Le personnage de Jonah Hill qui joue le fils de la présidente qui est con comme son cul, vraiment, qui est con comme un âne. Et en fait, c'est un monde où on s'en rend compte tous les jours, donc les choses les plus débiles et les plus folles peuvent arriver. Et au fil du temps, ce film qu'on pensait être... Tu sais, il y avait un moment l'expression « Putain, c'est un épisode de Black Mirror ou quoi, ce qui se passe ?» Ou « c'est un épisode de South Park ?» Et bah là, petit à petit, je trouve que on rentre dans ce Don't Look Up. Ne serait-ce que dans son rapport à la télévision. Ces présentateurs qui prennent pas ses invités au sérieux, qui se foutent de leur gueule et tout. Je trouve qu'on entre de plus en plus là-dedans, et moi j'adore ce film pour ça. Et parce que j'adore le fait qu'il pousse les curseurs aussi loin, quoi, en fait.
Trompez-moi si... Non. Trompez-moi. Trompez-moi. Karel, ceci n'est pas une pomme. Arrêtez-moi si je me trompe, pardon. Oui. Mais il est passé complètement sous les radars, ce film, parce qu'il n'est pas sorti en salle, il est sorti seulement sur Netflix. Totalement, parce qu'il me semble qu'il y avait quand même une belle promo. Hein, Il a quand même un peu fait parler de lui au moment de sa sortie, je crois. Parce que vu le casting, moi je m'attendais à en entendre plus parler. Bien sûr. Et ça aurait même pu être un truc de fou. Ça aurait pu être un truc de fou. C'est ça. Mais en fait, le côté Netflix, ça fait que, comme tous les films Netflix d'ailleurs, ils sont un peu oubliés. Bah, ouais. Bon, je le défendrai jusqu'à ma mort, et j'adore tout ce qui est bête, quoi. J'adore la bêtise assumée. Mais du coup, ça en devient une bêtise intelligente, en fait. Mais il a failli se retrouver dans mon top aussi. C'est vrai que... Ouais. Je savais pas que tu l'aimais à ce point-là. Si, je l'aime beaucoup. Et quand je l'avais vu, il m'avait mis même un peu mal. Enfin, c'est une comédie noire et du coup, c'est drôle, mais quand tu le regardes, t'es en mode, c'est sérieux quand même ce dont il parle. C'est inquiétant même. Totalement, bien sûr. C'est un film qui sait aussi se montrer inquiétant pour ceux qui arrivent à lire un peu entre les lignes. Le personnage de DiCaprio, tu vois, moi quand je le vois, putain, tu sais, avec ses crises d'angoisse et tout. Et en même temps, petit à petit, au fil du film, il va se retrouver bouffé par le fait qu'il soit devenu une célébrité, tu sais. Il va totalement trahir ses principes, tout ça, et cette fin qui me fout les boules, quoi. Cette fin une caméra qui tremble, je pensais pas que ça pouvait me faire autant d'effets, et non, vraiment, je vous invite à découvrir ce film. Il a malheureusement été un peu oublié parce que le côté film Netflix, mais il mérite d'être revu et d'être apprécié à la lumière d'aujourd'hui. Bah, Netflix, ils aiment bien blinder la promo avant un film, mais ils donnent pas suite après. Et ne plus en parler après. Dès que le film sort, ils en parlent plus. C'est clair. Donc découvrez donc Look Up et découvrez Vice, son film d'avant, dont un jour je parlerai forcément. Mais voilà, redécouvrez donc Look Up et redécouvrez tous ces acteurs qui s'en donnent à cœur joie, c'est génial. Mon prochain film est un film de 1994. Oh là, j'étais pas né. Par le réalisateur du Roi Scorpion. Attends, je reprocesse un peu. Dis-moi que c'est pas Professeur Layton 2. Avec Jim Carrey. Attends. Oui, bah le Truman Show ? Non. Truman Show c'était un peu après. Ah, c'était après. Okay. Ouais. Ah, c'était après le Truman Show. The Mask ? The Mask, tout à fait. Ah, The Mask, ok. Vous auriez dû vous poser une question. Est-ce que je suis en veine ? Qu'est-ce que vous en dites ? Les blaireaux ? Jim Carrey dans... C'est lui, là ! The Mask. Oh, plus beau que moi, tu meurs. The Mask, j'ai découvert qu'en fait, le réalisateur du Roi Scorpion, c'était le réalisateur de The Mask. Je savais pas. The Mask, pareil, The Mask, c'est un film d'enfance. Quand j'ai commencé à regarder des films, quand j'étais jeune, j'avais un petit lecteur vidéo. Où tu mettais les DVD dedans et t'avais l'écran intégré au bazar. J'avais le même. Et j'ai regardé beaucoup de films là-dessus et beaucoup de films en DVD. Forcément, et du coup c'était souvent les mêmes DVD qu'il y avait à la maison que je regardais beaucoup. Oui. Et The Mask fait partie de ces films-là que j'ai énormément regardé. Alors je sais que c'est une adaptation d'un comics, oui. Et je sais que les puristes pourront dire que le film est une pas si bonne adaptation que ça, parce que l'adaptation je crois qu'est beaucoup plus trash en fait. Ah ouais ? Et beaucoup plus violente, ouais. Ah, en même temps, ce serait intéressant, une réadaptation, du coup, un peu comme on le fait à la The Boys aujourd'hui. Il y a vraiment, je crois, ce côté très très violent du personnage quand il se transforme, alors que l'adaptation en film va beaucoup plus du côté cartoon, Tex Avery, tout ça. C'est génialement drôle. Beaucoup de scènes cultes. Moi, je repense à toute cette partie espèce de comédie musicale où ils se mettent à chanter, où il fait danser tout le monde. Enfin, c'est vraiment du n'importe quoi, du début à la fin, mais c'est génial. Quand il est poursuivi par les flics, là ? Ouais. Oui, je vois. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un comics adapté à l'écran en fait. Il n'y a pas eu de limite. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Alors, je pense qu'à revoir aujourd'hui, il y a peut-être quelques effets spéciaux qui ont peut-être mal vieilli. Mais moi, je le trouve super ce film. Je trouve qu'il est génial. J'ai pas parlé de la suite. J'aurais pu dire la suite, mais. Tu sais que j'ai vu la suite plus de fois que je n'ai vu The Mask. Ah ouais ? J'ai vu le Fils du Masque plus de fois. Il y a Loki, voilà, dans le Fils du Masque. Il y a Loki, tout à fait. Si jamais vous ne l'avez pas vu. Il y a un acteur du premier Scream. Ah ouais ? Ça, je pense pas, c'est un acteur du premier Scream, et le personnage qui joue sa femme, c'est l'acolyte de Monk. D'accord, ok. En fait, c'est vraiment des second rôles, tu vois, qui ont accepté de faire le truc. Voilà. Donc voilà, voyez The Mask. Et je serais quand même curieux, parce qu'il y a beaucoup de films comme ça, un peu nostalgiques, auxquels j'aurais pas envie de toucher. J'aurais pas envie qu'il y ait des nouvelles adaptations, des nouvelles versions. Je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup de Retour vers le futur, par exemple.
Donc je me dis, non, touchez pas à faire, retour vers le futur, s'il vous plaît. Mais The Mask, je serais curieux vraiment de voir une nouvelle... de voir ce que ça donnerait aujourd'hui, une nouvelle adaptation de The Mask. Mais ça peut être hyper intéressant, ouais, c'est parce que je savais pas que du coup le personnage était plus violent. Tu vois, dans la même démarche que The Boys aujourd'hui, un truc côté, The Mask plus violent. Très Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en fait, quand il se transforme, ça devient vraiment quelqu'un de complètement différent qui tabasse des gens dans la rue. Bah écoute, on fait bien des films d'horreur Mickey, j'ai envie de voir, The Mask en vrai. J'ai appris l'existence d'un film d'horreur Popeye. Je compte le regarder incessamment sous peu. Ah oui. Tout tombe dans le domaine public là, c'est fou. Et c'est fou que on a décidé d'en faire des films d'horreur. Mais je te jure, et un jour on parlera du Winnie l'ourson Cinematic Universe d'horreur qui se crée. J'en ai envie. Et là, Popeye, c'est vraiment apparemment des gamins qui vont dans une usine d'épinards et qui se fight avec Popeye. Voilà, donc ça a l'air... Mais vraiment, j'ai lu le pitch, ça a l'air c'est The Red 3. Ça a l'air nul à chier et du coup ça m'attire énormément. Voilà. Ok. Mais ok, The Mask, je m'attendais pas à ça non plus. Finalement, je connais pas tant que ça, toi et moi. Quel est ton prénom ? Karel, quel est ton prochain film et pourquoi c'est Hunger Games ? Tête haute et grand sourire. Voici Katniss Everdeen, la fille du feu. Les gens t'observent, Katniss. Tu leur as offert une chance, à eux d'être assez courageux pour la saisir. Pourquoi ? Parce qu'on vient de parler de Don't Look Up et de Jennifer Lawrence et aussi du coup de dystopies qui paraissent de plus en plus être un épisode de Black Mirror. On aime bien les ponts ici. Donc je me suis dit que c'était... T'as tout niqué avec ton The Mask, toi. Exactement ce que je me disais. Il y avait un pont et t'as fait sauter le pont de la rivière quoi avec ton The Mask là ? Non, après on parlait d'adaptation aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est vrai. Hunger Games, ça reste une adaptation de livre. J'ai lu les livres avant de voir les films et c'est un des seuls... films dans les sagas que j'ai lus qui ont fait mon début d'adolescence où j'ai trouvé l'adaptation géniale. Comme on disait, il faut forcément sacrifier des choses quand on passe d'un livre à un film, mais je trouve que là, ce qui est sacrifié est compréhensible et ça garde du coup tout son sens. Petite mention spéciale au Labyrinthe où je trouve que c'est bien adapté aussi, mais bref, voilà. Donc là, c'est le Hunger Games 2 parce qu'en fait, c'est mon livre préféré et mon film préféré. Je trouve qu'il est très beau. Donc, dans l'arène avec tout ce qui est du coup l'eau, l'horloge et toute l'arène visuellement. Oui, je me souviens, ouais. Avec, quand ils ont toutes leurs armes au milieu d'un espèce de lac. Exactement, donc ça, c'est le principe global de l'arène. Et donc, dans celle-là, c'est une espèce d'horloge et chaque cadran, il y a une catastrophe naturelle ou autre qui se passe. Et donc il y a plein de plans qui sont pris de dessus avec du coup la corne d'abondance en plein milieu pour faire le centre de l'horloge. Et du coup je trouve que visuellement c'est très beau. Et du coup Suzanne Collins, ça reste une autrice, donc c'est l'autrice de Hunger Games. Ça reste une autrice qui arrive à continuer à nous surprendre puisqu'elle continue à sortir des livres, ceux avec 10 ans de décalage. Il y a 5-6 ans, donc il y a un préquel qui est sorti avant le 1. Et là, donc, il y a un autre préquel qui est sorti, dont le film va sortir en 2000... Non, le film est sorti en 2023. Le livre est sorti un petit peu avant. Je me suis vu vieillir, là. Je me suis dit, mais attends, je suis allé le voir avec vous. Les gars, c'est pas possible, il y a 5-6 ans. Moi, j'avais 20 piges. Non, le film en 2023. 2024 même, je crois. Ouais, je crois que c'est plus ça. La balade de l'oiseau moqueur, c'est ça ? C'est ça, la balade des serpents et de l'oiseau moqueur. J'ai oublié un animal, pardon. C'est pas le serpent qui fait une balade, c'est le... Si, c'est le serpent qui fait une balade, c'est pas l'oiseau moqueur. L'oiseau moqueur, il fait pas de balade. En plus, c'est pas oiseau moqueur, c'est oiseau chanteur, en plus. Et c'est parce que c'est Mockingbird, non ? Mockingbird, ouais, c'est ça. Mockingbird, c'est Songbird, en fait, le préquel. Sinon, c'est Mockingjay. D'accord. On avait tout faux, donc. Exactement. Donc il n'y a pas du tout d'oiseau qui se moque d'un serpent qui fait sa balade. Est-ce que tu la vois, la miniature qui arrive avec un oiseau qui se fout de la gueule d'un serpent qui se balade ou pas ? Tu la vois ? D'ailleurs, mention spéciale à une parodie d'Hunger Games qui est sortie sur YouTube que j'adore absolument, qui a été faite dans les années. Games, exactement. Ouais. Qui est absolument hilarante, voilà, enfin que je trouve absolument géniale. Elle est disponible gratuitement sur YouTube et cette parodie est géniale. J'adore. Ce que j'adore avec ces parodies, c'est que c'est pas juste pour se moquer du film, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment compris l'essence du film. Pour réussir à s'en moquer autant, c'est qu'ils ont vraiment compris et je pense qu'ils apprécient vraiment le film. Et puis on sent qu'il y a un budget dans cette parodie malgré tout. Mais ça c'est pareil, c'est un sous-genre que j'adorerais qu'on aborde, les films de parodie, parce qu'il y a les Scary Movie, mais il y a aussi tous ces films à bas budget, Big Movie, Starving Games, il y a eu Mort-moi sans hésitation. Oui. De Twilight et j'en ai vu plein et à chaque fois que j'en vois un j'adore ces films, ils sont cons comme la lune et pareil j'aimerais trop qu'on en parle un jour, mais ok, ouais, donc c'est le 2 toi que tu choisirais.
Pour moi, c'est le 2. C'est un peu là le début de la rébellion. C'est à la fin de celui-là qu'elle brise les règles. Du coup, dans le premier, vraiment, c'est les jeux, les 74e jeux. C'est l'installation. Et le deuxième, c'est parce qu'en fait, tous les 25 ans, du coup, il y a des jeux spéciaux qui sont mis en place. Et donc là, en fait, ils ont décidé de tirer au sort, au lieu de prendre parmi tous les enfants, ils tirent au sort parmi les vainqueurs. Donc en fait, il y a plein de gens qui ont... ils ont tous déjà participé au jeu et gagné. Okay. Et ils sont obligés d'y retourner. Donc il y a des personnes âgées, notamment un personnage très âgé qui a gagné les jeux très longtemps avant. Et c'est pas seulement des enfants. Et donc en fait, forcément, c'est que des gens qui ont déjà vécu les jeux et qui veulent absolument... qui font partie de la rébellion. À savoir que Katniss, le personnage principal, n'est pas au courant de ça. Elle est gardée donc complètement dans le noir par rapport à la rébellion jusqu'à la fin, et elle est utilisée comme un pion en fait par la rébellion. Quelque chose qu'elle n'a pas demandé à la base aussi. Et j'aime beaucoup son personnage d'anti-héros qui en fait à la base veut juste survivre et sauver sa sœur. C'est vrai que dans les films elle a ce côté mais laissez-moi tranquille. Exactement. Pitié, elle se retrouve en plein milieu d'une rébellion comme... l'image dans le 3 par exemple, elle essaye de faire des campagnes de pub mais elle est pas du tout dedans parce qu'en fait elle sait pas comment agir. Ben c'est vrai que c'est mon préféré aussi des Hunger Games. C'est le deuxième que je préfère aussi. Bah, j'espère que le préquel qui sort en 2026 sera meilleur que le préquel qui est sorti là parce que je l'ai trouvé un petit peu long. Il était pas mal mais il était long surtout. Le livre était très bon. C'est par le même réal je crois, c'est le même qui a réalisé tous les films, même le préquel je crois que c'est la balade de l'oiseau chanteur qui se moque du serpent de la balade. Oui, c'est Francis Lawrence, toujours coécrit par Suzanne Collins qui reste vraiment cool derrière. Et étant donné que je trouve que c'est absolument une génie qui arrive à écrire des préquels 10 ans après Enfin voilà, bref. Oui, puis qui reste cohérent avec son univers, parce que tu peux écrire des préquels exactement. Qui viennent foutre le sbeul, comme on dit. Ouais. Là, le fait qu'elle soit derrière, du coup, c'est plus rassurant, parce qu'au moins, on sait elle sait de quoi. Et puis, elle a l'air de gérer son adaptation au cinéma. Tout à fait. Contrairement à d'autres autrices qui ont essayé de faire des préquels de leur saga culte et qui se sont foirés. Bref, sans transition... Étant donné qu'elle aime pas ça. Elle était bien. Je sais tout est bien. C'est la deuxième fois que je l'entends. C'est la deuxième fois que je l'avais sur scène, mais on le dira pas, les gens ne sont pas censés savoir. Et ben moi j'ai choisi une suite aussi, un deuxième film aussi, du coup je crée des ponts. D'accord. Dis-moi en plus. Toc Toc Toc, est-ce que vous connaissez l'univers de la drogue au cinéma? Un film anglais. D'accord. Sur la drogue, avec Obi-Wan Kenobi en premier rôle. Ah, Trainspotting. Trainspotting. Je voulais pas dire de conneries, mais... J'aurais pu parler de Trainspotting 1, qui est un chef-d'œuvre, sur cette génération qui s'enfonce dans la drogue et qui se perd totalement dedans, qui essaye d'en sortir et de vivre de petites combines. Mais j'ai voulu vous parler d'un film beaucoup plus personnel, c'est que en 2017, je crois, j'ai découvert Trainspotting 2. Salut Marc. Qu'est-ce que t'as bien pu faire ces 20 dernières années? Choisis la vie. Choisis Facebook, Twitter, Instagram, en espérant que quelqu'un, quelque part, en ait quelque chose à foutre. Tu m'as manqué, Marc. Toi aussi, Spot. Choisis d'aller voir tes ex, en regrettant de pas t'y être pris autrement. Tu es encore sous héroïne? Non. Et choisis de regarder l'histoire se répéter. Salut, Franco. Simon, je suis rentré à la maison. Et le 2 se passe 20 ou 25 ans plus tard. D'accord. Avec les mêmes acteurs. C'est qu'il a repris la même bande d'acteurs qui ont vieilli, forcément, et qui redécouvrent leur Écosse, qui elle aussi a vieilli. Les drogues ne sont plus les mêmes. Maintenant, on se drogue au téléphone, on se drogue à un tas de produits chimiques, on se drogue à la technologie, on se drogue à tout ça, et le film arrive à super bien le retranscrire. Donc il reprend les mêmes personnages, donc c'est le personnage de Renton qui revient en Écosse après avoir fui il y a 20 ans avec l'argent, parce qu'il avait organisé un coup avec ses potes, en fait. Et il avait pris l'argent, il s'était barré. Et du coup, forcément, ses potes, eux, qui auraient pu toucher le pactole, et ben, ils se sont retrouvés comme des cons. Donc là, il revient, évidemment, il retrouve un peu tous ses ennemis d'antan. Il retrouve notamment donc Simon, et le personnage de Murphy, qui est donc le plus touchant de la bande, qui lui a une fille qu'il ne voit plus, ou un fils je crois qu'il ne voit plus, et il est sur le point de se suicider quand il retrouve Renton. C'est un personnage extrêmement touchant, qui s'est sorti de la drogue malgré tout ça, et c'était le plus atteint dans le premier film. Bref, c'est encore une fois une bande d'acteurs qui a le plaisir de se retrouver 25 ans après, ou 20 ans après, et cette même joie de les retrouver. Et alors moi, ce que j'aime dans ce film, c'est que le film parle aussi bien du passé que du présent. C'est-à-dire qu'il arrive à jouer sur la nostalgie de « j'ai connu ça »,
Maintenant, il y a ça, sans jamais passer pour un vieux con, de dire oh là, et quand même, c'est pas bien cette technologie et tout qui arrive. Non, en fait, le film arrive à se moderniser. C'est la grande force, je trouve, de Danny Boyle, qui est donc le réalisateur, qui lui-même réalise des films. Genre là, par exemple, il est sorti 20 ans plus tard. Non, c'est 28, j'ai loupé 8. Mais il l'a sorti 20 ans plus tard. Il l'a sorti 20 ans plus tard, 28 ans plus tard. Oui. Mais voilà, c'est un mec qui adore, en fait, réactualiser les choses. Pareil, il avait fait un film sur Steve Jobs, où il parlait de plusieurs époques de Steve Jobs. En fait, c'est un mec qui adore parler du temps qui passe, mine de rien, et saisir une époque à un instant T. Et donc il y a un rapport à la nostalgie qui est retranscrit notamment aussi par la mise en scène. La mise en scène se permet plus de choses parce qu'elle a plus de technologie. Et moi ça me fait du bien de voir cette mise en scène dans un Trainspotting avec cette urgence de Trainspotting, ces personnages qui courent constamment pour échapper. Il y a une course entre Renton et le personnage de Robert Carlyle dont j'ai plus le nom. Mais ils se coursent en Écosse la nuit, donc dans le centre de la ville la nuit. Et cette scène elle est géniale. Et tous ces personnages sont à fond dedans. Leurs liens ils sont tellement forts. C'est tellement beau de les voir ensemble. Vraiment, je vous conseille ces deux films. Et quand j'ai découvert, moi, Trainspotting 2, j'ai eu des étoiles dans les yeux, quoi. Tu vois, j'ai eu ce truc de... Et le 1, je le considère comme un film culte, mais alors le 2, c'est un film qui est directement entré dans mon cœur et qui m'a fait écouter ses BO, vraiment, encore aujourd'hui, je les ai en tête. Et non, vraiment, c'est un film... J'arrive même pas à en parler en termes cinématographiques, tellement il est pour moi émotionnel, ce film. Et je vous conseille vraiment de le regarder. Ok. Faudrait que je me les mette parce que j'en ai vu aucun des deux. Il est très très bon. Et le film commence par Ewan McGregor qui fait du tapis de course et qui fait une sorte de crise cardiaque pendant qu'il fait le tapis de course et pouf, il tombe. Et là le film est donné, c'est tous ses efforts. En fait maintenant il se drogue au sport, tu vois. Et c'est génial. Enfin c'est génial. Voilà, voyez ces films. Moi j'avais vu le premier que j'avais vraiment beaucoup apprécié le premier aussi, mais c'est vrai formidable. que le 2 j'y ai Le premier est pas... formidable. Cultissime le premier. Eh bien, j'avoue que ce n'est pas ce qu'on me dit d'habitude, mais j'apprécie le compliment. Oh, c'est pertinent, je vous promets. Ça va pas. Ça va pas. C'est juste que non, c'est pas suffisant. Ce monde est un trésor, mais ça fait quelque temps qu'il nous pousse vers la sortie. Tu arrives juste à temps pour dîner, mon trésor. Nous allons voir ce que tu peux concevoir en 5 minutes. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.